Au Parlement européen, avec Laurence Trochu, Guillaume Pelletier et Nicolas Bay, vos élus français membres du groupe des conservateurs et réformistes européens, ECR, nous nous battons pour sauver l'agriculture française et refuser l'adoption du traité de libre-échange avec le Mercosur. Soutenez notre action en signant notre pétition sur stop-mercosur.com. Cette publicité est financée par le groupe des conservateurs et réformistes européens, ECR. 7h, 10h sur Radio Courtoisie, suivez la ligne droite. Et on retrouve notre partenaire du mardi, Yvan Rioufol. Bonjour Yvan Rioufol. Bonjour Liselotte Dutreuil. Alors vous avez entendu ce chant de la gauche qui résonne, il faut quitter X pour ne pas tomber dans la collaboration aujourd'hui. Oui, ce n'est pas d'ailleurs que la gauche. Alors il y a la gauche, il y a Marine Tondelier, il y a Madame Rousseau, mais il y a également le ministre des Affaires étrangères, il y a la ministre déléguée au numérique, c'est-à-dire la Macronie et la gauche se liguent en effet pour soit demander la suppression de X, de l'ancien Twitter, soit pour demander à ce que l'on quitte ce réseau, qui est un réseau qui est devenu pour toute cette gauche et pour toute cette Macronie infréquentable, à la seule raison que Elon Musk, son promoteur, mais également Mark Zuckerberg, qui l'a rejoint, ont décidé de libérer tous les réseaux sociaux, c'est-à-dire X, Facebook, Instagram, Facebook, de toutes les censures, de tous les fact-checking, tous les vérificateurs de faits, ces journalistes qui, soi-disant, étaient là pour dire des vérités et qui, de l'aveu même de Zuckerberg, ont participé à la désinformation, dans le fond, de tous ces réseaux sociaux en étant caution d'un politiquement correct, en étant caution d'un discours officiel. Et c'est ce qui se passe. Donc, ce que ces gens, ce que ce monde-là, de la gauche et de la Macronie, donne à voir, c'est qu'ils ont peur, tout simplement peur, de la liberté d'expression. Ils ont peur, effectivement, que le peuple s'exprime, et ils ont d'autant plus peur, que l'opinion s'exprime, que cette opinion publique est de plus en plus excédée, et à raison, par plus de 50 ans d'omerta, de politiquement correct, de terrorisme intellectuel. Le terrorisme intellectuel dont reparle Jean Sévillat, mon confrère Jean Sévillat, dans un livre qu'il vient de sortir. On a reçu à notre antenne d'ailleurs pour en parler. Ah, très bien. Et qui montre à quel point les médias, notamment les journalistes, n'ont pas été en mesure de résister à ces désinformations, à ce terrorisme-là, et qui a fait que depuis maintenant 50 ans, l'opinion publique a été tenue à l'écart des grands bouleversements, notamment des grands bouleversements culturels, sociologiques, identitaires, liés notamment à la société ouverte et singulièrement à la société ouverte à ses ennemis. Et de plus, le silence scandaleux qui a été celui des médias et des politiques sur ce grand scandale des viols pédophiles par des gangs pakistanais en Grande-Bretagne a achevé, me semble-t-il, de décrédibiliser ce monde médiatico-politique, ce monde faux, dans le fond. Et donc, ce qui est très amusant à voir, c'est que Donald Trump, parce que l'initiateur de tout cela, naturellement, c'est Donald Trump, et Donald Trump, et Elon Musk, et Mark Zuckerberg laissent voir ce qu'est aujourd'hui l'Union européenne et ce qu'est la France face à la liberté d'expression, et laissent voir une pente totalitaire, si l'on mesure la liberté d'expression précisément à son degré de tolérance dans les opinions qui sont exprimées, car on se rend compte que à la fois et l'Union européenne et la France supportent de moins en moins la liberté de dire, tout simplement. L'Union européenne, à travers son Digital Service Act, qui a été notamment concocté par Thierry Breton et qui cherche à mettre sous surveillance les réseaux sociaux, donc cette parole libérée, cette parole qui contourne la parole officielle. On a entendu d'ailleurs M. Breton très récemment se flatter d'une interférence de l'Union européenne dans l'annulation des élections en Roumanie, parce que les élections en Roumanie ne plaisaient pas à l'Union européenne elle-même. Donc on voit qu'il y a une sorte de dérive soviétoïde. Alors il y a les goulags en moins, mais malgré tout une dérive insupportable. Et en plus, ce monsieur, l'ancien commissaire européen, monsieur Breton, a menacé l'Allemagne également de voir ces élections annulées si les Allemands avaient à choisir l'AfD, c'est-à-dire ce parti qui est considéré comme étant un parti d'extrême droite par l'Union européenne,
qui voit de l'extrême droite partout, quand naturellement les peuples se réveillent, contrairement à Sadoxa. Et cela montre également ce qu'est devenue la France, singulièrement sous Emmanuel Macron, c'est-à-dire depuis 7 ans. Certes, alors la grande loi sur la liberté d'expression de 1881, qui avait été construite sur la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui faisait de la liberté d'expression un des droits les plus précieux de l'homme. Tout cet édifice a été très, très largement entamé au fil des ans par les lois mémorielles, mais depuis l'arrivée de la Macronie, il y a eu des graves atteintes à la liberté d'expression, notamment sur les réseaux sociaux, à travers des législations qui visent à, à pénaliser des propos dits haineux, c'est-à-dire des propos qui n'ont aucune définition politique et qui juridique, ni politique d'ailleurs. Et c'est une définition qui est une définition très personnelle, des propos peuvent être haineux pour l'un ou pas pour l'autre, et qui permettent également des censures de réseaux sociaux. Et donc, on voit que tout ceci, on voit ce que nous sommes devenus, et en plus la grande révélation de Zuckerberg, et qui me réjouit beaucoup, parce que je bataillais sur ces fact-checkers-là, sur ces vérificateurs de faits qui, en fait, ont été monopolisés par des journalistes du Monde et de l'AFP notamment, Ouais. c'est qu'ils ont désinformé sur l'affaire Biden, sur l'affaire Hunter Biden, qui était le fils de Joe Biden, qui avait des démêlés, notamment en Ukraine. Et Zuckerberg a révélé qu'il avait eu des pressions de la Maison-Blanche et de l'FBI afin de taire ces révélations-là, en laissant croire qu'il y avait un complot russe là-dessous. Naturellement, on voit toujours une ingérence russe dans ces cas-là qui n'existait pas. Et puis surtout, Zuckerberg a rappelé qu'il avait également dû se plier aux injonctions des autorités de la Maison-Blanche afin de taire les critiques portées contre la politique sanitaire du Covid et de taire les effets indésirables du vaccin Covid. Et je vous rappelle, parce que j'étais de ceux-là qui mettaient en garde contre cet hygiénisme d'État, que ceux qui mettaient en garde contre cet hygiénisme d'État étaient considérés comme des complotistes bas du front et anti-vax par précisément tout ce monde médiatique et prétendument évolué, qui en fait ne supportait pas les paroles dissidentes, tout simplement. Et donc on voit que se révèle là tout un mépris d'une parole populaire. C'est un mépris d'une parole populaire qui se retrouve même maintenant dans la pratique du monde politique lui-même, parce que l'on voit que le gouvernement est incapable, dans les jours qui viennent, et singulièrement tout à l'heure avec cette déclaration de politique que l'on attend du Premier ministre, il est incapable non plus d'entendre quelle est la parole majoritaire française. Et la parole majoritaire française ressemble beaucoup à cette opinion publique qui n'en peut plus de cette caste, de cette nomenclatura qui essaie de s'accrocher à son pouvoir en taisant les indignations. Alors justement, hein, ce peuple qui n'en peut plus de cette caste médiatique qui tente de faire taire ce qu'il ressent, ça se traduit au niveau politique. Et aujourd'hui, on devrait avoir la déclaration de M. Bayrou, ses visions politiques pour la France. Plus que jamais, aujourd'hui, les Français sont inquiets. On est dans une crise de confiance des Français vis-à-vis de la politique. C'est une crise de confiance qui crève les yeux aujourd'hui, et d'autant que ce monde politique se déshonore, là, à essayer de survivre à travers des petits arrangements de partis. Là, on voit que M. Bayrou est en train de vouloir acheter sa sécurité en essayant de s'accrocher au Parti socialiste et en essayant de donner un rôle central au Parti socialiste. Le Parti socialiste, je vous le rappelle, lors des dernières présidentielles, il a fait 1,7% des suffrages. Il représente 60 députés à peu près, et c'est autour de ce petit pivot ridicule qu'essaye d'élaborer maintenant la politique de François Bayrou, qui n'a d'autre objectif dans le fond, outre celle de conforter le pouvoir de Bayrou, surtout de faire en sorte que l'expression populaire n'ait pas à s'exprimer à travers d'autres élections qui donneraient naturellement la préférence, on peut le supposer en tout cas, au Rassemblement national, puisque c'est lui qui est en pleine dynamique. Et donc, on voit que là aussi, comme dans la presse et comme ailleurs, le monde politique, le monde médiatique est obnubilé par le fait surtout de faire taire tout ce qui pourrait ressembler de près ou de loin à des protestations. Et donc, du coup, la politique se noie dans des petits détails et laisse tomber tous les grands enjeux civilisationnels, voire même d'ailleurs l'enjeu plus immédiat qui est celui pour la France de s'affirmer face à une Algérie qui voit bien nos faiblesses
et qui, pour les moindres prétextes, multiplie les intimidations et auxquelles nous ne savons pas répondre parce que, en fait, on se rend compte que tout ce vieux monde médiatique, ce vieux monde politique, ce monde de la caste s'effondre de ne pas vouloir entendre quel est le véritable état de l'opinion publique et l'état d'exaspération de tous ces Français qui regardent le monde politique démissionner de ses fonctions. Dans ce vieux monde qui pourtant explique partout qu'il incarne justement la modernité. C'est un paradoxe intéressant. Merci beaucoup Yvan Rioufol pour cette chronique. On vous retrouve dès la semaine prochaine, même jour, même heure, pour de nouvelles analyses de l'actualité. Merci et donc à la semaine prochaine.